Tout de suite, le JT. Pile, tout le programme s'arrête, place à l'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. L'économie s'impose au début de cette édition d'information. Le personnel de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, agence d'Abéché dans le Ouaddaï, bénéficie d'une session de formation axée sur le leadership, une initiative qui vise à renforcer leur capacité managériale pour un meilleur rendement professionnel. Mistangar Victor et Mbongdaï Steve, nos envoyés spéciaux. Dans la salle de conférence de la BAC, agence d'Abéché, une atmosphère studieuse règne. Les cadres et agents de l'institution prennent part à une session de formation dédiée au leadership. Objectif, développer des aptitudes de gestion, de communication et de prise de décision du point de vue personnel et professionnel. Cette initiative répond à une volonté de la direction de l'agence d'accompagner ses agents dans l'amélioration de leurs compétences. Je vous demande d'être vraiment disponible malgré ces contraintes. Je sais que c'est contraignant, mais si on décide, on peut faire le maximum. Je tenais à faire cette formation-là pour compléter un peu ce que les uns et les autres ont fait à travers diverses occasions que l'ITB a données, diverses occasions que la banque a données dans le cadre de la formation des cadres. Et donc je tenais à faire cette formation-là avant de partir. Le leadership devient aujourd'hui un indicateur et un outil de mesure de performance dans toute organisation. À travers cette formation, le formateur explore avec les participants les 17 lois du leadership qui, selon lui, reposent sur 3 piliers essentiels qui permettront au personnel à mieux gérer une équipe, résoudre les conflits et impulser une dynamique positive au sein de cette institution. Le premier pilier d'un travail d'équipe, c'est la communication. C'est important de comprendre et de retenir que sans la communication, une équipe ne peut se tenir debout. La communication est le premier pilier et les équipes ont besoin de connaissances et de compétences variées. Donc, le second pilier dans une équipe, c'est les compétences. Si on peut communiquer, on a besoin aussi de compétences. Il faut asseoir la communication sur la compétence. Et le troisième pilier de l'équipe, du travail dans une équipe, c'est l'engagement. 1, il faut la communication. 2, il faut les compétences. 3, il faut l'engagement. Si on communique, si on a des compétences, mais si les gens ne s'engagent pas, on n'aura pas une équipe. Il faudrait que les gens s'engagent. Donc, il y a 3 ingrédients importants, la communication, la compétence et l'engagement. Cette session est une opportunité de renforcer leurs capacités et d'accroître leur efficacité au travail. Durant 2 jours d'affilée, le formateur déclinera les techniques pratiques qui vont mieux aider les cadres et agents de la BAC, agence d'Abéché, à avoir un esprit de collaboration afin d'atteindre collectivement les objectifs à eux assignés. Mistangar Victor reste toujours avec nous puisque 3 mois après le lancement officiel des activités commémoratives des 25 ans d'existence de la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, la Caisse des retraités de la Banque centrale, a dépêché une délégation qui séjourne justement à Béché pour fêter en différé ce jubilé d'argent avec le personnel de l'agence de la banque de cette ville. C'était le 25 août 2025, hier donc. Retrouvons Mistangar Victor. Il y a exactement 25 ans jour pour jour que la caisse de retraite de la Banque centrale est née pour assurer une retraite décente et digne à tout le personnel de la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale. La prise en charge médicale est aussi incluse pour garantir davantage l'autonomie financière durable pour le personnel actif ou ayant valu son droit à la retraite. La mission dépêchée de Yaoundé qui séjourne à Béché dans le cadre de cette commémoration du jubilé d'argent de la CRBC sensibilise également le personnel de cette banque communautaire à saisir cet instrument pour avoir une retraite apaisée. Partir à la retraite reste trop souvent
synonyme de précarité en Afrique subsaharienne et surtout dans notre zone. C'est comme si très souvent on est surpris par la retraite. Ça engendre une certaine appréhension de la retraite. Les systèmes publics qui opèrent très souvent par répartition peinent à offrir des pensions suffisantes. Donc la CRBC, qui a été fondée sur le principe de la capitalisation collective, est née pour pallier cette vulnérabilité, surtout pour les agents de la Banque centrale. Ce 25e anniversaire marque non seulement la réussite d'un engagement humain et institutionnel, mais aussi un cadre solide pour une retraite complémentaire garantie, adaptée aux réalités socio-économiques sous-régionales. Il marque un moment de fierté et de projection, a souligné pour sa part le directeur de l'agence de la BAC d'Abéché à l'ouverture de cette commémoration. Ces succès sont le fruit de l'engagement collectif, celui des équipes en charge de la gestion de la caisse, des instances de pilotage, mais aussi de chaque agent actif ou retraité qui a compris l'intérêt de s'inscrire durablement dans ce dispositif. Nous saurions nous reposer sur ces acquis car le contexte économique à l'échelle mondiale comme régionale est marqué par des incertitudes récurrentes, à savoir la volatilité des marchés, l'inflation persistante, le choc exogène et défis budgétaires. Cela nous impose vigilance et adaptation. C'est pourquoi les réformes ont été initiées au cours de ces dernières années pour renforcer la résilience de la CRBC. En cette date commémorative, la Caisse de retraite de la Banque centrale ouvre ipso facto une campagne de sensibilisation dans toutes les agences de la BAC afin d'informer suffisamment le personnel de ce mécanisme moderne de gestion de retraite complémentaire. Plusieurs stands sont donc installés afin de fournir d'amples informations au personnel de la BAC. Après le Wadaï, rendons-nous dans le Mandoul où la première session budgétaire du Conseil provincial couplée à la formation des conseillers municipaux a été lancée également ce lundi 25 août 2025 à Koumra. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul qui a présidé la cérémonie. Ankonoïte Rimadjingar est notre correspondant local. Cette cérémonie d'ouverture de la première session budgétaire du Conseil provincial du Mandoul a vu la présence de la sénatrice du Mandoul, des autorités administratives, coutumières, traditionnelles, les chefs de services techniques de l'État, les leaders religieux, les responsables des ONG et associations, les opérateurs économiques, ainsi que les jeunes, sortis massivement pour la circonstance. Dans ces mots de bienvenue, le président du Conseil provincial du Mandoul, Milé Ramba Frédéric, a rappelé les événements qui ont conduit le Tchad à la décentralisation. Précise-t-il, la décentralisation qui est aujourd'hui au cœur de la refondation du Tchad ouvre une nouvelle ère à toutes les communautés en vue de forger leur propre développement. Cette forme de gouvernance qui longe ses ramifications jusqu'au niveau des représentations locales est la première du genre au Tchad. Face à cette nouvelle dynamique, l'humilité, l'intelligence de chaque conseiller serait une pierre angulaire du plan d'action pour la bonne marche des activités de la province du Mandoul. 493 millions de nos francs CFA, c'est le montant de la subvention accordée par le gouvernement tchadien pour asseoir l'administration du Conseil provincial et de réaliser quelques activités dans la province du Mandoul. Devrait-il situer un processus de la décentralisation incombe la responsabilité de toutes les couches socio-professionnelles, conclut le président du Conseil provincial. Officiant ses assises, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Amat Abdallah Fadoul, autorisé par l'article 25 de la loi numéro 14, a convoqué cette première session budgétaire du Conseil provincial et estime que cette décentralisation permet de connaître le rôle et la responsabilité de l'État auprès des collectivités autonomes. Le délégué du gouvernement rappelle que les conseillers sont tenus de mettre en place des stratégies pour l'augmentation de l'assiette fiscale dans leur circonscription. Il n'a pas perdu de vue la question de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique, gage d'un développement harmonieux et durable pour toutes les couches socio-professionnelles.
Revenons ici à N'Djamena, cité capitale, et parlons de sa propriété. Oui, la ville de N'Djamena est confrontée à l'insalubrité totale à cause de l'incivisme de certains concitoyens. Une situation source de certaines maladies en cette saison de pluie. Roseline Goïdjenje-Courbois a sillonné quelques arrondissements de la ville de N'Djamena. Voici son reportage. La cité capitale N'Djamena est plongée dans l'insalubrité notoire. L'on n'a plus besoin d'une loupe pour voir cette puanteur. En saison pluvieuse, la situation devient insupportable. Des tas d'immondices par-ci, des flaques d'eau, source de maladies par-là. Cette insalubrité est due en grande partie par l'insuivisme caractérisé de certains citoyens. La question de l'insalubrité à N'Djamena, l'on n'en parlera jamais assez. Malgré les efforts fournis par les autorités, certains arrondissements sont toujours plongés dans une insalubrité indescriptible. Dans certains arrondissements, la propriété est visible avec des caniveaux curés. Sinon, des tas de terres abandonnées sur les chaussées par le service en charge du curage et des caniveaux visibles. Par rapport à Moursal, la grosse pluie d'avant-hier, c'est un peu mieux, mais seulement qu'on a un peu souffert. Mais quand on est sorti le matin, ça a été mieux, quoi. Dans le 3e arrondissement, par exemple, l'état de terre déposé dans certains endroits indispose les citoyens. Le quartier est mieux, mais le canal est déplorable. Autour du canal, les gens défèquent à l'air libre. En plus, le canal est insalubre. C'est un grand risque pour la population. Il faut que la mairie fasse son travail. Comme vous avez constaté, la mairie a déposé des tas de terre ici et ça nous indispose. La ville de N'Djamena, capitale du Tchad, est une propriété collective et nationale placée sous l'autorité de l'État et administrée par la mairie et les instances locales pour le bien de tous. C'est un patrimoine commun. Pour ce faire, sa gestion est donc l'affaire de tous. Il faut une prise de conscience collective pour que N'Djamena ressemble à une ville moderne tant fredonnée par les autorités. Une organisation urbaine équilibrée avec la préservation de son espace et la mise en valeur de son rôle politique, économique, social et culturel s'avère nécessaire. Protéger et développer N'Djamena, c'est protéger un héritage commun et assurer l'avenir des générations futures. Roseline, restez toujours avec nous pour la suite de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, rendons hommage aux femmes battantes dans cette édition d'information. Bon nombre de femmes se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Elles remuent ciel et terre pour joindre justement les deux bouts. Alphonsine Madjilem nous amène à la découverte de ces femmes battantes. Reportage. Les femmes, car c'est bien d'elles qu'il s'agit, représentent plus de la moitié de la population tchadienne. Selon les derniers résultats du recensement général de la population et de l'habitat, elles contribuent activement au produit intérieur brut, notamment à travers l'économie informelle, où elles sont présentes à 90%. Cette forte implication témoigne de leur rôle crucial dans ce secteur. Cependant, elles évoluent dans des conditions précaires et peu rentables. Chaque jour, elles luttent pour joindre les deux bouts, affrontant de multiples obstacles. Certaines doivent marcher des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour atteindre les centres-villes. Rares sont celles qui peuvent se permettre de prendre les minibus pour rallier les zones urbaines. Dans ce contexte difficile, certaines femmes se lancent corps et âme dans l'entrepreneuriat. Pour elles, c'est une voie vers la sortie de la pauvreté ambiante et surtout un moyen d'assurer leur autonomisation. Je suis une vendeuse de divers articles, à savoir le riz, les pâtes alimentaires. Je tricote aussi des éventails et les objets artisanaux. Mais ces derniers temps, avec la conjoncture économique que le pays traverse,
Les choses ne sont pas faciles à N'Djamena. Veuve avec 5 enfants, c'est vraiment pénible pour nous de nous en sortir avec ce petit commerce que j'exerce. Vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile que les frères de ton défunt mari s'occupent des orphelins. Et même nos conditions de vie sont insupportables car la faim n'attend pas. Je demande au gouvernement de venir en aide, surtout pour nous qui vivons dans les quartiers périphériques. Les autorités municipales, conscientes de cette réalité, reconnaissent les lacunes et promettent d'intensifier leurs efforts pour rendre plus visibles les actions d'hygiène et assainissement dans les quartiers périphériques de la capitale. La vraie mairie, c'est d'abord la population. Il faudrait que la population elle-même prenne d'abord cette conscience-là de son état de santé, surtout les caniveaux. Dès que l'État a construit les caniveaux, c'est pour drainer les eaux, surtout les eaux pluviales. Mais force est de constater que vous allez vous-même vous rendre à l'évidence que les caniveaux sont bouchés. Les gens ils sortent avec les déchets de la maison, au lieu de jeter dans des coins appropriés, ils jettent dans les caniveaux, même les eaux usées. Or, les eaux usées, on doit les gérer dans la cour. Ça, c'est un comportement qui n'est pas bien. La représentativité et la participation des femmes dans le secteur informel devraient interpeller le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. C'est à ce prix que le pays pourrait atteindre le quota de 30% de représentativité féminine dans les instances de prise de décision et les postes de responsabilité tels que souhaités par les autorités tchadiennes. En santé, la Société tchadienne de radiologie et d'imagerie médicale en collaboration avec le CHU, la référence nationale, ont organisé conjointement la journée d'imagerie interventionnelle. Le but de cette mission de 3 jours est de réaliser sur place des gestes percutanés essentiels par manque de plateau technique pour les gestes endovasculaires, former les médecins aux techniques de base et poser la première pierre d'un service national de radiologie. Retrouvons dans cette édition Roseline Godjen-Kourbois. Une première au Tchad, soigner autrement sans chirurgie lourde est la mission de la radiologie interventionnelle. La radiologie diagnostique a révolutionné la médecine moderne. Selon les cardiologues, grâce à la radiologie, l'échographie, le scanner permet de voir à l'intérieur du corps sans opérer. Dr Medila Moussa Ali explique l'objectif spécifique de cette mission. Cette journée est organisée par la Société tchadienne de radiologie et d'imagerie médicale, en abrégé SOTRIM, en collaboration, n'est-ce pas, avec la Fondation Ferembo et le CHU, n'est-ce pas, référence nationale. Donc cette activité vise non seulement à renforcer les capacités, à donner quelques formations, mais aussi à faire des gestes de base pour aller prélever un tissu et envoyer, n'est-ce pas, à l'ANAPAD pour un diagnostic précis. Cette journée marque une avancée majeure dans la vie des patients, les médecins et les décideurs. La radiologie est connue beaucoup plus pour le diagnostic. Ça veut dire faire un examen pour voir quel est le problème. Donc, en général, c'est ce qu'on connaît de la radiologie. Mais aujourd'hui, la radiologie a évolué. Donc, on peut faire de la radiologie interventionnelle. Ça veut dire qu'on voit le problème. Non seulement on peut peut-être, par exemple, partir prélever un morceau de tissu quand on a un doute, est-ce que c'est un problème malin ou bénin, enfin, est-ce que c'est un cancer ou pas. On peut aller prélever ce geste-là pour faire un examen ANAPAD. Auparavant, il fallait ouvrir carrément le patient pour faire ce geste. Mais là, avec la radiologie interventionnelle, on peut juste faire une petite ponction et faire le prélèvement d'organes pour analyser. Rappelons que cette journée s'étalera sur 3 jours, allant du 25 au 27 août 2025. La radiologie est passée d'un rôle d'observation à un rôle d'action devant un outil de diagnostic et de traitement. Sport, avant de nous séparer, la finale de l'Afro-Basket a été jouée le dimanche dernier. Quelles sont les équipes qui étaient à l'honneur et laquelle qui a remporté cette finale? La réponse avec Nojimadi Dangar, Josiane.
Dimanche, après la petite finale, l'Angola a défié le Mali, vainqueur 88 contre 80, du Sénégal avec 23 points de Mahaman Koulibaly. Battu en phase de poule par ce même Sénégal, le Mali a disputé la première finale de son histoire. Shield Dundao a été désigné MVP de l'Afro-Basket 2025. Le meneur angolais figure également dans le 5 majeur du tournoi aux côtés de son compatriote Bruno Fernando, des Maliens Mahaman Koulibaly et Aliou Diarra, ainsi que du Sénégalais Brankou Badio. Pour compenser les fautes d'Aliou Diarra, les Maliens se sont appuyés sur leur défense. 28 rebonds défensifs, 11 interceptions et 6 contres et leur collectif 23 passes. L'Afro-Basket 2025 pour l'Angola. Les Palanca Negra ont remporté ce dimanche leur 12e titre de championnat d'Afrique de basketball. Ils ont battu le Mali 70 contre 43 lors de la finale disputée à Luanda. L'Angola n'a fait qu'une bouchée du Mali en finale de l'Afro-Basket. Ce dimanche 24 août, les Maliens qui n'avaient jamais disputé de finale dans le tournoi n'ont pu tenir. La sélection angolaise n'a pas pu être la plus belle équipe du tournoi et souffrira sûrement des polémiques arbitrales qui ont entaché sa démission finale remportée de justesse contre le Cameroun. Merci Josiane. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.